une occasion assez rare au final. J'ai assez rarement l'occasion d'intervenir pour un public scientifique d'un autre domaine que les sciences cognitives. J'ai eu récemment un peu l'expérience du grand public, mais c'est quand même assez différent. Donc bon, je pense que ça peut être une expérience très enrichissante. Voilà, donc peut-être pour vous parler un petit peu de moi avant d'attaquer sur le sujet à proprement parler. Donc, je suis effectivement psycholinguiste. Je travaille essentiellement sur la perception auditive d'une part et la perception de la parole d'autre part, ou perception du langage. Euh, donc, je travaille avec ces méthodes. Je suis enfin, habitué du genre de méthode de la psycholinguistique que je vous décrirai plus tard. Par contre, je suis pas un expert de l'écriture inclusive dans le sens où je suis venu un peu à ce sujet par hasard. Il se trouve qu'avec ma collègue Elsa Spinelli, on travaille sur la perception de l'élision en français. L'élision, c'est donc le fait de remplacer la élision par L apostrophe élision. Donc c'est un phénomène linguistique qui engendre tout un tas de propriétés intéressantes. Euh, il se trouve que l'élision a à voir avec de façon indirecte avec l'écriture inclusive. Donc voilà comment j'en suis venu à m'intéresser à ce sujet. Donc on a publié une étude récemment à ce propos. Donc je me suis bien sûr documenté sur tout ce qui avait été écrit, toutes les données qui avaient déjà été publiées. Et donc on a publié cette étude il y a 6 mois, quelque chose comme ça. Et il se trouve qu'elle a été très médiatisée parce que c'est tout à fait un hasard de calendrier, mais il se trouve qu'il y a eu les déclarations d'Emmanuel Macron à Villers-Cotterêts sur l'écriture inclusive juste après la publication de cette étude. Donc ensuite, j'ai été contacté par pas mal de, de radio, enfin, par France Culture, Radio France Internationale, pour parler de ce sujet. Donc, en fait, par hasard, l'étude a été très médiatisée. Donc, voilà comment j'en suis venu à parler de l'écriture inclusive. Voilà. Aussi, je voulais vous dire avant qu'on attaque que je suis pas spécialement là pour prêcher la bonne parole. Enfin, je m'intéresse. Enfin, je me suis intéressé depuis que je me penche sur la question aux données scientifiques qui ont été publiées, qui sont en faveur ou contre, en fait, plutôt en faveur de l'écriture inclusive. Et donc, c'est plutôt de ça que je voudrais parler, mais bah, sentez-vous libre de poser des questions sur tous les aspects qui vous sembleraient questionnables. On peut discuter, bien sûr, de la qualité scientifique de ces études. Est-ce qu'elles prouvent bien ce qu'elles sont censées démontrer? Voilà. Après cette petite introduction, ben, on peut se pencher un peu sur le sujet. Euh, Donc, comme je l'ai dit, je vais m'intéresser plutôt à la science, mais il me semblait bien de mettre, pour commencer, une petite slide sur les aspects politiques et sociétaux de l'écriture inclusive. Donc, on entend souvent dire que c'est une polémique très récente. En fait, c'est pas vraiment le cas. Enfin, ça dépend ce qu'on appelle récent. C'est plutôt une polémique qui revient de façon récurrente dans le débat public et qui commence en fait plutôt dans les années 80 avec la commission pour la féminisation des noms de métiers qui est présidée par Benoît de Groux, qui est une commission qui est mise en place par Laurent Fabius, si je ne m'abuse. Et donc, pour travailler à étudier comment on pourrait féminiser les noms de métiers. Et déjà, à l'époque, il y a une forte opposition aux conclusions de cette commission, notamment une opposition de l'Académie française qui n'acceptera la féminisation des noms de métiers qu'en 2019. Euh, Ensuite, en 2013, on a à nouveau une politique publique en faveur de l'écriture inclusive, qui est
la formation du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes par François Hollande, qui donnera disons des conseils euh, pour introduire plus d'écriture inclusive dans les documents administratifs notamment. Et donc, suite à ça, à nouveau polémique. Et jusqu'en 2017, où l'Académie française fait une déclaration. Bon, bien sûr, elle a fait un certain nombre de déclarations, mais celle-là est particulièrement savoureuse, dirons-nous, puisqu'elle dit que l'écriture inclusive est un péril mortel pour la langue française. Donc, c'est une citation parmi d'autres qui sont toujours dans la mesure, comme vous pouvez le voir. Euh, Ensuite, on a les fameuses circulaires Édouard Philippe et circulaires Blanquer, dont on entend beaucoup parler euh, en ce moment. Donc, qui réaffirment le fait que le masculin est une forme neutre en français et qui disent proscrire le recours à l'écriture inclusive. Mais en fait, si on regarde le détail de ces circulaires, c'est pas vraiment le cas parce que elles se trompent sur le sens du mot écriture inclusive. Et en fait, dans un certain sens, elles promeuvent au contraire l'écriture inclusive puisqu'elles imposent d'écrire dans les documents administratifs le candidat ou la candidate qui est une forme d'écriture inclusive parmi d'autres. Je ferai un petit point plus tard sur les différentes formes d'écriture inclusive. Donc, c'est assez intéressant qu'on les mentionne comme des blocages contre l'écriture inclusive, alors que dans un certain sens, elles sont plutôt en faveur de l'écriture inclusive. Et elles reconnaissent le rôle de l'écriture inclusive pour l'égalité homme-femme dans les documents administratifs. Ensuite, en 2023, il y a à nouveau du remous. Il y a un collectif qui se forme des linguistes atterrés, donc qui regroupe des chercheurs et chercheuses en linguistique, de beaucoup de domaines de linguistique, qui ont publié un petit manuel dans l'édition Tract de Gallimard euh, au sujet de l'écriture inclusive, mais aussi d'autres polémiques sur le français. Donc, je vous encourage à le lire, c'est assez court et très intéressant. Et bien sûr, récemment, il y a eu la proposition de loi adoptée par le Sénat et les déclarations d'Emmanuel Macron, donc, qui ont donné par hasard un coup de projecteur sur notre étude. Voilà. Donc ça, c'est pour vous faire un petit topo rapide sur l'historique. Maintenant, on peut passer aux données scientifiques et je voudrais commencer par repréciser un petit peu les définitions. En fait, à mon avis, une des raisons de cette polémique récurrente, c'est qu'il y a une confusion sur les termes. Donc, il faut remettre clairement les définitions en place. Donc, qu'est-ce que c'est, de quoi on parle quand on parle de grammaire? En fait, il y a trois types de grammaire différentes. Il y a ce qu'on appelle la grammaire prescriptive, qui est, par exemple, ce qu'on trouve dans le Becherel, donc qui sont des règles qu'on enseigne, qui régissent donc la langue, le bon parler, hein, la langue qui est valorisée socialement. On a par ailleurs la grammaire descriptive, qui est plutôt l'affaire des linguistes. Donc, les linguistes qui vont prendre la langue comme un objet, la langue telle qu'elle s'utilise, et qui vont étudier cet objet. Donc, ils vont étudier les rapports entre les mots, entre les phonèmes, et essayer de trouver la structure dans qui apparaît dans cet objet qu'est la langue. Et finalement, il y a la grammaire mentale, qui est encore une troisième grammaire, qui n'est pas forcément réductible à la grammaire descriptive ou prescriptive, qui sont les règles qui sont stockées dans notre cerveau. Donc forcément, il y a un lien avec la grammaire descriptive, bien sûr, hein, mais il n'est pas certain que la grammaire mentale soit équivalente à la grammaire descriptive. Il est possible que notre cerveau utilise d'autres règles que celles qui apparaissent dans la langue. Euh, donc, c'est toutes les règles qu'on a stockées dans notre cerveau et qui nous permettent de produire et de comprendre des énoncés. Et donc, moi, je m'intéresse en fait
essentiellement à la grammaire mentale, qui est l'objet d'étude de la psycholinguistique, et moins à la grammaire descriptive et encore moins à la grammaire prescriptive. Alors, de ce point de vue-là, comment se traduit notre question du masculin générique et de l'écriture inclusive? Donc, masculin générique, juste pour vous rappeler, c'est cette règle en français selon laquelle on peut utiliser le masculin pour parler par exemple, d'un groupe d'hommes ou d'un groupe de femmes ou d'un groupe mixte. Donc, comment se traduit cette règle dans nos trois grammaires? Du point de vue de la grammaire prescriptive, eh bien, c'est évidemment vrai. Il y a une règle en français selon laquelle le masculin fait le neutre. Si on ouvre, par exemple, la grande grammaire du français, on va trouver une règle qui dit le masculin peut servir pour référer à un groupe d'hommes ou de femmes. Alors, évidemment, ça n'a pas toujours été le cas. C'est ce qui a été mis en lumière par Eliane Viennot, notamment avec une approche plus historique. Donc, comment on est passé dans l'histoire du français enfin, comment cette règle du masculin générique a été introduite. Donc, je ne rentrerai pas dans les détails, mais il faut savoir que historiquement, ça n'a pas toujours été le cas. On n'a pas toujours eu cette règle du masculin qui fait le neutre. Du point de vue de la grammaire descriptive, eh bien, c'est aussi le cas. Le masculin semble faire le neutre. En tout cas, on peut l'utiliser comme ça. Et si on regarde les productions, eh bien, il y a un certain nombre de productions écrites ou orales où on utilise effectivement le masculin pour référer à des hommes et à des femmes ou à des femmes. Mais pas toujours, en fait. Et on a peut-être moins en tête ces exemples-là. Par exemple, l'accord de proximité, donc le fait d'accorder l'adjectif avec le nom le plus proche plutôt qu'avec le masculin si les noms sont féminins et masculins, eh bien, il est encore en usage. Si on regarde des exemples d'écrits actuels, par exemple, on dira certaines régions et départements plus facilement que certains régions et départements. Où les syndicats et les associations désireuses de s'impliquer, plutôt que les syndicats et les associations désireux de s'impliquer, à voir. En tout cas, les deux peuvent être utilisés sans choquer. Donc, du point de vue de la grammaire descriptive, déjà, on a un constat peut-être un peu plus mitigé. Et en fait, la question qu'on va se poser, c'est plutôt du point de vue de la grammaire mentale. Comment fonctionne le cerveau? Quelles sont les représentations qui vont être utilisées par le cerveau? Et est-ce que le masculin va effectivement activer des représentations neutres, autant de représentations masculines que féminines, ou plutôt des représentations masculines? Donc, c'est ce genre de questions qu'on va se poser. Alors, pour répondre à ces questions, il y a justement une discipline qui s'appelle la psycholinguistique. Et là, il faut à nouveau peut-être que je refasse un point sur les méthodes, puisque vous n'êtes pas forcément dans les sciences cognitives. Donc, la psycholinguistique, c'est une branche de la psychophysique qui est l'étude de la perception, notamment la perception humaine. Et donc, c'est l'étude de la perception du langage par le cerveau humain. Donc, dans les sciences cognitives, on a plusieurs angles d'approche pour étudier la cognition humaine. Souvent, on a des représentations des scientifiques en sciences cognitives avec une blouse blanche qui mettent des électrodes dans le cerveau de sujets. La psychophysique ne fait pas du tout ça, ou très rarement. En tout cas, la méthodologie qu'on va utiliser, c'est plutôt de regarder les comportements des participants et participantes. Donc, on va mettre au point des expériences, on va demander aux participants et participantes de venir au labo, on les installe dans des cabines insonorisées et on leur présente des stimuli. Donc, ça peut être des stimuli sonores ou des stimuli visuels à l'écran. Et on leur demande de répondre au moyen du clavier, par exemple, d'appuyer sur tel bouton. Donc, ils ont une tâche à réaliser à partir de ces stimuli. Et ensuite, on fait des analyses statistiques sur la base de ces réponses. Donc,
vraiment en considérant l'humain comme un système, comme une boîte noire dans laquelle on va pas essayer de regarder dans le cerveau, on va juste regarder l'association qui est faite entre une entrée et une sortie. Donc, c'est enfin, un champ, la psychophysique, qui est développé depuis le milieu du 19e, et il y a tout un ensemble de méthodes qui ont été mises au point et validées par la communauté, qui visent donc à s'abstraire de la subjectivité de l'expérience sensible. On ne veut pas demander aux participants, bon, qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez fait écouter ce son ou cet autre son. On veut une mesure objective et quantitative de la perception. Et donc, c'est ce que permettent les méthodes de la psychophysique avec ce cadre théorique de l'étude de l'entrée, de la relation entre la sortie et l'entrée. Euh, alors, comment est-ce qu'on peut appliquer ça à l'étude du masculin générique et de l'écriture inclusive? Alors, déjà, pour refaire un petit point sur le masculin générique lui-même, euh, donc, comme je l'ai dit, il s'agit de désigner, par exemple, un groupe d'hommes et de femmes ou un groupe de sexe indéterminé par un masculin. Et en fait, ceci indirectement engendre une ambiguïté sémantique, puisque donc, d'une part, les étudiantes renvoient forcément à un groupe composé uniquement de femmes, alors que les étudiants, il y a une indéterminée. Ça peut renvoyer à un groupe d'hommes ou à un groupe mixte ou à un groupe de genre non spécifié. On peut voir, par exemple, l'effet de cette ambiguïté dans le fait qu'on évite, par exemple, de produire des phrases telles que j'ai 34 étudiants en cours, dont seulement 7 sont des étudiants. Phrase qui est parfaitement bien construite du point de vue de la grammaire, puisque le premier étudiant est en fait un masculin générique et le deuxième est un masculin spécifique. Mais forcément, ça engendre une phrase un peu bizarre qu'on va éviter de formuler. Donc, la question qu'on se pose, c'est comment le cerveau, quand il est confronté à ce genre d'utilisation du masculin générique, enfin, pas cette phrase-là qui n'est pas utilisée en pratique, mais quand il est confronté à des phrases utilisant le masculin générique, comment est-ce qu'il va résoudre cette ambiguïté? Est-ce qu'il va la résoudre en se créant une représentation de ce groupe, par exemple, d'étudiants comme un groupe mixte ou non spécifié, ou est-ce qu'il va se former une représentation comme un groupe d'étudiants hommes? Alors, la première étude, enfin l'étude par laquelle je commence habituellement pour quand je décris un peu ce champ de recherche, c'est l'étude de Brouwer et Landry en 2008, parce que c'est une des premières études sur le sujet et qu'elle est elle est relativement simple et intuitive. Donc, en fait, dans cet article, il réalise plusieurs études à la suite. Donc, la première, c'est un questionnaire général sur la politique, où ils vont interroger des gens. En fait, ici, c'est même pas des participants et participantes, c'est des gens dans la rue. Et ils leur demandent de citer soit des candidats au poste de Premier ministre, soit des candidats ou des candidates au poste de Premier ministre. Euh, et donc, ils enregistrent leurs réponses. Et ensuite, ils calculent le pourcentage de femmes citées comme potentiels candidats ou candidates, enfin citées en réponse à cette question. Et donc, ils mesurent qu'il y a une différence sensible, statistiquement significative, entre les réponses, le ratio homme-femme en réponse à la première question, citer des candidats au poste de Premier ministre, et le ratio homme-femme en réponse à la seconde question, citer des candidates ou des candidats au poste de Premier ministre. Euh, et donc, une différence assez importante en termes de pourcentage. Donc là, déjà, c'est une première étude qui semblerait indiquer que l'ambiguïté de ce terme, les candidats, est résolue au détriment du genre féminin. Euh,
Et donc, comme je l'ai dit, en fait, Brouwer et Landry ne s'arrêtent pas là. Ils réalisent en fait une série de tâches. J'ai pas précisé, je pense que c'était évident, mais les participants et participantes qui sont dans la première condition ne sont pas les mêmes que dans la deuxième condition, hein. On ne demande pas successivement aux participants et aux participantes de dire, de citer des candidats, puis des candidats ou des candidates. Euh, donc, les autres tâches qui me semblent aussi assez intéressantes, ils réalisent une tâche d'imagination. Donc, ils demandent, imaginez un individu prototypique de cette catégorie et décrivez-le en détail. Et en donnant comme catégorie, par exemple, avocat ou demandeur d'emploi dans une condition, et dans l'autre condition, avocat, avocate, demandeur d'emploi, demandeuse d'emploi. Et là encore, selon qu'on utilise ou non une forme d'écriture inclusive, en tout cas la double flexion, une formulation qui précise le féminin et le masculin, ou bien un masculin générique, eh ben, on a un fort effet sur le ratio de femmes, donc là, imaginées comme individu prototypique de la catégorie. Quelle que soit la catégorie, ça peut être une catégorie stéréotypée ou non. Euh, on a une tâche d'imagination sur un groupe qui est un peu la même chose, mais à l'échelle du groupe, donc où on va décrire, on a un petit paragraphe qui décrit un congrès scientifique sans aucune indication sur les participants et participantes. Et la question qui est posée, c'est quel est le pourcentage de femmes ayant participé au congrès? Là encore, si le masculin générique est utilisé, on a beaucoup moins un ratio homme-femme nettement inférieur à si des formes doubles sont utilisées. Euh, donc, c'est la première étude et celle-là d'imagination sur un groupe ont été répliquées par la suite. Donc, j'ai mis toutes les références à la fin de la présentation que je pourrais vous diffuser si ça vous intéresse. Euh, dernière expérience dans cette série-là, c'est le questionnaire de Proust. Donc, on va demander au sujet quels sont vos chanteurs préférés, quels sont vos héros de romans préférés, quels sont vos acteurs préférés, ou alors, à nouveau, avec une écriture double masculin-féminin, vos chanteurs-chanteuses, vos héros-héroïnes, vos acteurs-actrices. Et à nouveau, on a un effet, bon, légèrement plus faible ici, mais un effet significatif sur le ratio de femmes citées. Euh, voilà, donc ça, c'est une première grande catégorie d'études qui se sont intéressées à l'effet du masculin générique sur les représentations, qui semble indiquer qu'effectivement, quand on utilise des formulations en masculin générique, on génère moins de représentations féminines que de représentations masculines. Que ce soit donc des représentations dans l'imagination d'individus prototypiques qu'on s'imagine, ou alors de qui on va citer spontanément comme représentant d'un groupe. Euh, Ceci dit, il y a quand même des problèmes un peu méthodologiques avec ce genre d'études. Notamment, elles ne permettent pas un contrôle idéal des stratégies de réponse, c'est-à-dire que les participants pourraient déduire qu'est-ce qui est recherché par les expérimentateurs et expérimentatrices et répondre en fonction. Donc, avoir une sorte de méta-raisonnement sur l'expérience qui viendrait un peu biaiser nos résultats. Et par ailleurs, elle donne des mesures relativement imprécises, et ça, on peut s'en rendre compte en fait en comparant les différentes études qui retrouvent globalement l'effet, l'effet sur le gender ratio, par exemple, mais il y a une certaine variabilité dans la taille de cet effet. Donc, il semble que ces mesures soient relativement imprécises. Donc, ce qui nous amène à nous intéresser à un autre type d'expérience qu'on appelle le Sentence Evaluation Paradigm, et qui est en fait une expérience par mesure de temps de réponse. Donc, c'est ce qu'on appelle la chronométrie mentale. C'est un type d'expérience très classique en psycholinguistique et en sciences cognitives de façon plus générale,
où on va venir plutôt, au lieu de mesurer un pourcentage de réponse, on va plutôt mesurer le temps qu'un individu met pour répondre à une question qu'on lui pose et prendre ce temps comme une mesure indirecte du temps que le cerveau prend pour traiter l'information. Et donc, éventuellement, une différence de temps de réponse indiquerait une différence de temps de traitement et donc une difficulté supérieure de traitement dans certaines conditions par rapport à d'autres. Je vous donne l'exemple de cette étude et ça va devenir plus clair, je pense. Donc, c'est une étude de Pascal Gigax et collègues où ils utilisent la méthodologie suivante. Donc, ils présentent deux phrases successivement à l'écran. Donc, il y a une première phrase qui s'affiche à l'écran, puis elle s'éteint et la deuxième phrase apparaît. Donc, la première phrase désigne un groupe et la seconde un sous-groupe au sein de ce groupe. Donc, par exemple, première phrase, les assistants sociaux marchaient dans la rue. Deuxième phrase, du beau temps était prévu, plusieurs hommes n'avaient pas de veste. Et la tâche qui est demandée aux participants et participantes, c'est simplement de décider si les deux phrases font un enchaînement logique, s'il y a une cohérence entre les deux. Donc, on n'évoque même pas le fait qu'il peut y avoir du masculin générique, de l'écriture inclusive. On demande juste s'il y a une cohérence. Et donc, on a plusieurs conditions. Donc, ici, ces exemples que je vous donne là, c'est la condition sous-groupe masculin. Mais on peut avoir l'exemple d'un sous-groupe féminin. Les assistants sociaux marchaient dans la rue, du beau temps était prévu, plusieurs femmes n'avaient pas de veste. Et on a aussi des phrases fillers, qui servent un peu à noyer le poisson, si j'ose dire. Euh, donc, euh, euh, hum, Ici, donc on a plusieurs types en fait de phrases fillers. Donc là, je vous ai peut-être pas mis le type le plus clair, mais notamment le rôle des phrases fillers, c'est d'orienter les réponses des participants sur le fait de décider s'il y a un enchaînement logique. Donc, par exemple, on a des phrases qui sont totalement illogiques. Je m'étonne de ne pas avoir mis cet exemple, mais du type euh, le, le lion est le roi de la savane, il va chercher ses enfants à l'école, enfin quelque chose qui est absolument un enchaînement de phrases absurde, donc qui est en fait la phrase, le type de stimuli sur lequel on demande qu'on demande de discriminer aux participants et aux participantes. Donc, la tâche des participants et des participantes n'est pas de nous dire si le sous-groupe féminin peut être inclus dans le sous-groupe masculin, mais simplement de décider si la phrase a une logique, avec l'enchaînement des deux phrases est logique. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va mesurer donc le temps de réponse, oui ou non, enchaînement logique, enchaînement illogique, à partir seulement de la présentation de la deuxième phrase. Donc voilà les résultats. En fait, il y a beaucoup de conditions expérimentales. Ils ont testé dans 3 langues différentes et avec des groupes qui sont plus ou moins stéréotypés en termes de genre. Donc là, ce qui nous intéresse en premier lieu, c'est qu'est-ce qui se passe en français pour des groupes non stéréotypés. Donc des métiers pour lesquels il n'y a pas de stéréotype de genre. Et là, comme vous pouvez le voir, on a effectivement une différence de temps de réaction. Donc, le temps de réponse total diffère si la deuxième phrase est composée d'un groupe féminin ou d'un groupe masculin. Donc, il y a comme un temps de latence. Les participants et participantes mettent légèrement plus de temps à conclure que la phrase fait bien un enchaînement logique. Et en fait, ce résultat se retrouve, quel que soit le stéréotype qui porte sur le groupe considéré.
Et si on regarde les temps de latence, si on regarde les temps de latence dans les différentes langues, on retrouve le résultat donc d'une différence en faveur du masculin pour toutes les langues et tous les stéréotypes. En fait, le résultat est légèrement plus complexe, mais disons que le tableau général, c'est effectivement que le fait de présenter une phrase au masculin générique va favoriser le fait de répondre positivement à la phrase suivante si elle porte sur un groupe masculin. Donc, elle facilite le fait de comprendre, de faire l'association entre le sous-groupe des hommes si on parle d'assistants sociaux au début par rapport à un sous-groupe des femmes qui feraient partie des assistants sociaux. Alors, en fait, comme je vous l'ai dit, le résultat est un peu plus compliqué parce qu'il y a quand même un effet des stéréotypes sur le pourcentage de réponses. Donc, les individus qui ont passé le test ont plus tendance à se tromper quand les stéréotypes vont dans le sens contraire du sous-groupe. Donc, si on dit les infirmiers, par exemple, c'est un masculin générique, mais avec un stéréotype de genre portant sur le métier qui est plutôt à l'inverse. On a plus d'infirmières que d'infirmiers. Et donc, dans ce cas-là, il y a un plus grand nombre d'erreurs. Mais du point de vue des temps de réponse, le constat est très clair. On a le masculin spécifique qui est favorisé par l'usage du masculin générique, favorisé dans le sens qu'il va être traité plus rapidement par le cerveau. Donc, conclusion de toutes ces études, pour les langues possédant un genre grammatical, l'usage du masculin générique va induire un biais vers les représentations masculines spécifiques. Donc là, je vous ai mis des exemples d'expériences implicites ou explicites, donc qui sont plus ou moins contrôlées du point de vue des biais éventuels de réponse des participants et participantes, et expériences qui ont été répliquées dans différentes langues. Et en fait, on a un effet un peu complexe du contexte d'énonciation et des stéréotypes, comme je l'évoque. Alors, est-ce qu'on peut contrer maintenant cet effet du masculin générique en utilisant certaines formes d'écriture inclusive? Donc, l'écriture inclusive, en fait, c'est un terme chapeau qui englobe beaucoup de choses. Il y a deux grandes stratégies. Donc, on fait habituellement la différence entre les stratégies de reféminisation ou de féminisation. Par exemple, dire au lieu de les musiciens, dire les musiciens et les musiciennes pour parler d'un groupe mixte. Ou la forme double contractée, bien connue point médian, les musiciens.ne.s ou les musiciens.nes. Donc, ces deux formes sont des types de reféminisation puisqu'on fait réapparaître la marque du féminin, soit en mettant le mot complet, soit en mettant juste la marque du féminin à la suite du masculin. Je précise donc que des fois, c'est une source de confusion, mais la forme double contractée, évidemment, uniquement pour l'écrit. À l'oral, les musiciens.nes se prononcent les musiciens et les musiciennes. Donc ça, c'est une des stratégies d'écriture inclusive. L'autre grande stratégie, c'est ce qu'on appelle la neutralisation, donc où on va essayer de faire disparaître les formes du masculin et du féminin, donc en utilisant soit des formes non marquées, les instrumentistes. Instrumentiste, c'est ce qu'on appelle parfois un épicène, un terme épicène en français. J'essaie de ne pas trop utiliser le terme épicène parce qu'en fait, il y a des confusions sur est-ce que justement il réfère aux formes non marquées, aux non collectifs, aux non génériques. Donc ici, disons forme non marquée. Donc pourquoi les instrumentistes est une forme non marquée? Parce qu'on peut dire une instrumentiste ou un instrumentiste. Donc, instrumentiste en soi ne porte pas de marque de genre. Et donc, quand on dit les instrumentistes, et on a fait disparaître entièrement les marques de genre de ce terme. On peut aussi utiliser des noms collectifs comme l'orchestre. Donc ici, c'est légèrement différent puisqu'on peut l'orchestre, c'est toujours un orchestre, mais il désigne l'ensemble des personnes qui peuvent être elles-mêmes soit des hommes, soit des femmes, ou des hommes et des femmes.
Et on a aussi les noms génériques, donc qui sont un peu l'équivalent du nom collectif, mais à l'échelle de l'individu. Donc, c'est des termes qui ont un genre grammatical fixe, par exemple une personne, mais une personne est un terme de genre grammatical fixe qui peut référer à un individu, homme ou femme. Donc, 3 stratégies de neutralisation. On a également d'autres stratégies, mais qui sont un peu marginales, enfin, qui ne sont pas encore entrées complètement dans l'usage, disons. Donc, on a les nouvelles formes tant décriées comme YEL, ou l'utilisation de tournures neutres. Donc, carrément, au lieu de changer le terme qu'on utilise, on va plutôt changer la tournure de la phrase. Euh, donc, au lieu de dire chercheur d'emploi, vous qui recherchez un travail, quelque chose comme ça. Donc, ça demande un peu plus de réflexion pour utiliser cette forme de stratégie. Et bon, globalement, c'est relativement peu utilisé. On préfère le plus souvent se tourner vers la reféminisation et la neutralisation. Donc, c'est essentiellement ces deux grandes stratégies qui ont été étudiées. Euh, donc, tout d'abord, il faut noter que toutes les études que j'ai mentionnées jusque-là, elles montrent déjà un effet des formes doubles, puisque elles comparent à chaque fois le masculin générique, citer un candidat, citer des candidats au poste de Premier ministre, par rapport à des formes doubles, citer des candidats et candidates au poste de Premier ministre. Donc, avec toutes les études qu'on a vues auparavant, on a déjà une certaine indication qu'il y a effectivement un effet de cette stratégie de reféminisation pour contrer les biais induits par le masculin générique. Euh, et puis, on a quelques travaux spécifiques qui étudient plutôt la stratégie de neutralisation. Donc là, par exemple, c'est une étude de Julia Tiblin, où ils ont réutilisé ce principe de l'imagination, de la tâche d'imagination sur un groupe, en demandant le pourcentage estimé de femmes au sein d'un groupe qui a été décrit dans un paragraphe. Cette fois, le paragraphe étant soit au masculin générique, soit avec différentes formes d'écriture inclusive. Vous avez la forme double, la forme contractée, donc le point médian, une écriture neutre. Et donc, dans cette étude, il trouve effectivement un effet des différentes formes d'écriture inclusive par rapport au masculin générique. Par contre, vous pouvez voir que dans cette étude, c'est quand même un effet qui est relativement faible. Comme je vous le disais tout à l'heure, en fait, ces méthodes-là sont un peu imprécises. Et là, en l'occurrence, on est entre 47% de femmes, de pourcentage de femmes, et grosso modo 50%. Donc un effet de 3% qui a beau être significatif est de taille assez réduite. Donc, c'est ce qui nous a amené à proposer d'utiliser l'autre approche, l'approche par chronométrie mentale, la mesure des temps de réponse, pour comparer les deux stratégies d'écriture inclusive, la reféminisation et la neutralisation. Donc, ça, c'est l'étude qu'on a publiée l'année dernière. Donc, où on a réemployé une méthode qui avait déjà été validée pour une question qui se posait dans le domaine. Donc, il semblait assez logique de faire cette expérience à un moment ou à un autre. Donc, on l'a réalisé. Donc, qu'est-ce qu'on a fait exactement? Donc, on reprend ce protocole du paradigme d'évaluation de phrases, où on a 2 phrases présentées successivement. La première étant utilisant une forme d'écriture inclusive, et la seconde qui réfère à la même personne, mais qui commence par il ou par elle. Donc, par exemple, dans le cas de la forme non marquée, ou épicène, on peut avoir la phrase suivante: l'otage ne mange pas depuis 10 jours, suivi par elle a perdu beaucoup de poids. Et comme d'habitude, la tâche va être de dire si les 2 phrases s'enchaînent logiquement. Donc, en l'occurrence, oui, les 2 phrases s'enchaînent logiquement. L'otage peut tout à fait être une otage. Donc, il y a un enchaînement logique entre ces 2 phrases. Et à nouveau, comme dans l'étude de Pascal Gigax, on a plusieurs conditions. Donc ici, c'est la condition non marquée, épicène, mais on peut avoir une forme double contractée, 1.1 otage.
Et on a aussi des phrases fillers, comme je le disais tout à l'heure, pour éviter que les participants et participantes comprennent le but de l'étude. Et surtout pour qu'ils réalisent de façon la plus naturelle possible la tâche qu'on leur demande de jugement, d'enchaînement logique. Donc, par exemple, ici, des phrases du type « L'esclave essaya de s'enfuir, il faisait ses courses de Noël », qui est très clairement illogique. Donc, on s'attend que les participants et participantes répondent non. Et donc, comme d'habitude, on va mesurer le temps de réponse à partir de la présentation de la deuxième phrase. Alors, c'est assez important ici de souligner que c'est bien à partir de la présentation de la deuxième phrase. Donc, en fait, on ne mesure pas le temps de lecture de la forme inclusive. On ne mesure pas la différence de temps de lecture entre l'otage ne mange pas depuis 10 jours et 1.1 otage ne mange pas depuis 10 jours. On mesure simplement le temps de lecture et de compréhension de la seconde phrase. Donc ici, on s'intéresse vraiment au temps de traitement par le cerveau du masculin ou du féminin et pas au temps de lecture de la forme inclusive, qui est une autre question. Et les résultats, eh bien, on a effectivement trouvé un temps de réponse plus long pour elle que pour il, donc un temps de traitement plus difficile, un traitement oui, plus long pour le féminin que pour le masculin, lorsque on utilisait une condition non marquée, donc par exemple l'esclave, plutôt qu'une condition double contractée, comme 1.e esclave. Donc, ce qui semble indiquer que les formes non marquées ne suppriment pas complètement le biais vers le masculin. Il reste une préférence, une association implicite qui est faite entre le masculin pardon, la forme non marquée, l'esclave et le masculin. On va spontanément plutôt se représenter un esclave quand on entend esclave, alors que esclave ne porte aucune marque de genre. Euh, Tandis que lorsqu'on utilise une forme double, ici donc avec le point médian, eh ben, on engendre des représentations mentales plus équilibrées et donc on a plus de différence de temps de traitement de la deuxième phrase. Les deux phrases semblent également logiques et en tout cas elles mettent le même temps à être traitées par le cerveau. Par ailleurs, il se trouve que, par le plus grand des hasards, il y a un autre groupe de recherche qui a confirmé ces résultats en menant quasiment la même expérience, donc en utilisant à nouveau le paradigme d'évaluation de phrases sur des formes épicènes ou formes doubles, et qui ont retrouvé donc le même pattern de résultats que nous. C'était absolument pas concerté, mais en fait, c'était vraiment à ce point-là de la littérature en psycholinguistique, c'était vraiment l'expérience qui semblait logique à réaliser pour répondre à la question qu'on se posait. Donc, c'est normal que deux groupes de recherche aient cherché simultanément à réaliser cette expérience. Alors, pourquoi est-ce qu'on trouve ces résultats? En fait, personnellement, j'ai trouvé ces résultats assez surprenants quand je les ai vus pour la première fois. Je ne m'attendais pas à voir à nouveau un biais en faveur du masculin lorsqu'on utilisait les formes épicènes, puisque, comme je l'ai dit, la forme épicène en elle-même ne porte aucune marque de genre, ni masculin ni féminin. Donc, pourquoi est-ce que le cerveau serait spécialement biaisé vers le masculin dans ce cas-là? Alors, on évoque dans l'article deux interprétations possibles. D'une part, si on regarde l'ensemble des usages du français, il y a en fait une prévalence, un usage plus fréquent des formes non marquées épicènes, donc au masculin plutôt qu'au féminin. Donc, même si ces formes ne portent pas la marque du genre, on les utilise parfois et même souvent avec du masculin en tant que masculin générique, par exemple dans des phrases telles que ils attendent un enfant ou ils ont eu un enfant. Ici, on peut vouloir dire un ou une enfant, mais dans cette construction, on va préférer souvent le masculin générique, ils ont eu un enfant.
De même, on peut dire il faut que j'aille voir un orthopédiste sans vouloir préciser que c'est un ou une orthopédiste. Donc, à nouveau, ici, on a un terme épicène, mais qui est utilisé en combinaison avec le masculin générique pour désigner soit un homme, soit une femme. Donc en fait, même si ces termes eux-mêmes ne portent pas de marque de genre, eh ben, dans l'usage, ils sont plus utilisés avec le masculin qu'avec le féminin. Et donc, une des hypothèses possibles, c'est que notre cerveau est plus habitué à voir ces termes associés à un masculin et donc va faire une sorte de raccourci mental et présupposer que quand on parle de l'orthopédiste, il s'agit d'un orthopédiste plutôt qu'une orthopédiste. Autre possibilité, en fait, qui est d'une certaine manière un peu liée, c'est qu'on a un usage des formes épicènes, parfois pas dans un sens générique, mais au contraire pour désigner spécifiquement un homme ou un groupe d'hommes. Et là, j'ai un exemple qui est assez parlant que j'ai pris dans un article d'anthropologie. Le village entier partit le lendemain dans une trentaine de pirogues, nous laissant seuls avec les femmes et les enfants dans les maisons abandonnées. Donc je trouve cet exemple assez drôle parce que le village entier est vraiment un terme le plus inclusif possible pour englober les hommes et les femmes. Et pourtant, la deuxième partie de la phrase rejette les femmes et les enfants hors du village entier. Donc, de façon générale, on trouve des usages comme ça de termes génériques pour désigner en fait uniquement les hommes. Et donc, à nouveau, il se peut que par apprentissage statistique, notre cerveau ait fait une association sémantique, cette fois, entre les termes épicènes et plutôt des hommes. Petite conclusion, oui, déjà à 11h50. Donc, déjà, une petite conclusion sur l'impact de toutes ces recherches dans la vie de tous les jours. Déjà, une opposition, enfin, un contre-argument qu'on m'oppose souvent, surtout dans les interventions que j'ai faites dans le grand public, c'est oui, mais ça ne va pas résoudre les problèmes de discrimination liés au genre d'utiliser l'écriture inclusive. Effectivement, d'ailleurs, je pense que personne ne prétend ça. On ne va pas régler d'un coup tous les problèmes de sexisme dans la société rien qu'en utilisant une forme d'écriture plutôt qu'une autre. Et d'ailleurs, en fait, il y a des sociétés qui utilisent des langues sans marque de genre grammatical et qui ne sont pas immunisées contre le sexisme. Donc ça, je pense qu'on peut mettre de côté cet argument. C'est plutôt un argument épouvantail. Euh, donc, est-ce que toutes ces études pointent vers un impact réel dans la vie de tous les jours ou est-ce qu'il s'agit que d'expériences de laboratoire où on voit un effet mais qui n'a aucune incidence sur la société? Bah, personnellement, mais là, à nouveau, on peut en discuter, hein, je trouve que toutes ces études que j'ai citées sur les sondages politiques, sur les tâches d'imagination, sur le questionnaire de Proust, par exemple, euh, tendraient plutôt à indiquer effectivement que ce genre de tâches qui sont assez proches finalement de ce qu'on peut, de situations qui peuvent se présenter dans la vie réelle, indiquent que, eh ben, on pourrait avoir un effet du langage inclusif versus le masculin générique sur la vie réelle, notamment ben, directement sur les sondages selon qu'ils sont formulés avec une forme ou une autre. Il y a d'autres études dont j'ai pas parlé qui, à nouveau, cherchent à réaliser des expériences plus proches de la vie réelle pour voir si on a un effet de l'usage du masculin générique. Donc, par exemple, qui ont montré un effet dans des questionnaires où on demande aux participants et aux participantes de s'auto-évaluer sur un domaine particulier. Et il a été montré que l'usage du masculin générique diminue l'auto-évaluation par les participantes de leur efficacité sur les groupes d'adultes et sur les groupes d'adolescentes. Sur les annonces d'emploi, il semblerait que les annonces d'emploi rédigées en écriture inclusive permettent de favoriser les candidatures de femmes. Il y a aussi une étude récente sur la réussite de tests mathématiques
En fait, c'est même pas uniquement mathématique, si je me rappelle bien, mais le cœur de l'étude est sur un test mathématique qui est formulé à des participants et des participantes, soit en écriture inclusive, soit en écriture masculin générique. Et ils observent que les performances des participants et participantes sont modifiées. Donc, les performances des participantes sont augmentées, sont améliorées par l'écriture inclusive et surtout le temps que ces personnes consacrent au test, ce qui peut être lié à leur réussite du test ou non. On a aussi d'autres arguments qui peuvent être opposés à l'usage du point médian, notamment, et sur lesquels enfin, le corpus d'études dont je vous ai parlé n'a rien à dire en fait. C'est une question, des questions un peu différentes, plus sociétales. Donc par exemple, un contre-argument qui est, je trouve, tout à fait recevable contre l'usage du point médian, c'est l'inclusion des personnes non binaires. Donc, avec la stratégie de reformulation, on oblige à considérer soit des hommes, soit des femmes, et on ne permet pas l'inclusion de personnes qui se considèrent non binaires. Il y a un argument aussi qui est assez souvent évoqué, qui est celui de la vitesse de lecture. Le point médian ralentirait la lecture. Alors, il n'y a qu'une étude sur la question pour l'instant, donc pas assez pour tirer une conclusion définitive. Il y a une autre étude en cours. Pour l'instant, cette étude-là montre que ça a un effet sur les premières phrases qu'on lit en écriture inclusive, et ensuite il y a une sorte d'adaptation rapide, et la suite du texte est lue à la même vitesse, que ce soit avec des points médians ou un masculin générique. Et il y a enfin un argument d'inclusion pour les personnes dyslexiques qui auraient plus de difficultés à lire des textes écrits avec le point médian. Et là, on n'a aucune information scientifique sur le sujet. À ma connaissance, aucune étude n'a été menée. Donc, bon, c'est un argument qui serait éventuellement recevable, mais il n'y a aucune source factuelle pour le valider. Donc, il y a des études à mener sur le sujet. Et à nouveau, pour conclure de façon plus générale, en fait, ces types de biais linguistiques sont un type particulier de biais perceptifs et de biais d'association implicite qui sont très étudiés. Donc, je vous renvoie notamment au projet implicite si vous êtes intéressé par ces questions, où vous pouvez mesurer en ligne vos associations implicites. Donc, c'est un test qui est très utilisé du IAT, Implicit Association Test, où on mesure l'association, par exemple, entre des noms féminins, enfin des termes référents à des femmes, et les métiers scientifiques versus des termes masculins et les métiers littéraires. Et en fait, il y a une association implicite, malheureusement, entre les hommes et les métiers scientifiques et les femmes et les métiers littéraires, par exemple. Ça n'est qu'un exemple d'utilisation de ce type de test qui est vraiment très robuste et qui a été utilisé dans pas mal d'études par la suite. Notamment, c'est l'autre étude que je mentionne ici par Régnier et Pascal Huguet en 2019 pour étudier les biais des jurys CNRS. Donc, ils ont pris les différentes sections du CNRS, ils leur ont fait passer ce test et ils ont mesuré également les biais de sélection dans ces jurys. Est-ce qu'ils sélectionnent plus des candidats hommes que des candidats femmes? Voilà. Et pour conclure, avec un petit point, je ne sais pas si vous avez vu passer cette info, mais il se trouve que la sélection de l'Académie française, le prix littéraire de cette année, dans la catégorie Histoire, c'est un livre qui s'appelle Métiers de rue de Juliette Rennes, qui est par ailleurs fort intéressant, mais qui se trouve être écrit en écriture inclusive. Et c'est une stratégie vraiment volontariste de l'autrice. Euh, et, euh, et donc, voilà, c'est un message positif pour finir. Tout le monde peut se rendre à la raison, même l'Académie française.
Voilà. Et ben, s'il nous reste un peu de temps, je vous remercie pour votre attention. Et si vous avez des questions, je suis tout à fait disposé à y répondre et à discuter de la scientificité de tout ça. Alors, ça, merci beaucoup pour la présentation. Du coup, est-ce qu'il y a des questions dans la salle ou dans le chat? Pour le chat, je propose que vous écriviez et je les dirai du coup à l'oral. Comme ça, ce sera plus simple, je pense. Moi, j'ai une question, on m'entend ou pas? Oui, je vous entends bien. Parfait, cool. J'ai une question déjà super naïve sur le temps de cerveau, là. Comment ça marche? Comment on calcule ça? Comment on sait que c'est vraiment... Enfin, je ne sais pas du tout comment marche un cerveau, donc... Oui. Alors, donc, comme je le disais, c'est une mesure indirecte du temps de traitement par le cerveau qui est en fait mesurée indirectement par le temps de réponse. Donc, tout ce qu'on va mesurer, on ne mesure absolument pas, on ne met à nouveau pas d'électrode ni rien. On va simplement mesurer le temps que le participant ou la participante met pour presser le bouton. Oui, cette phrase est un enchaînement logique. Euh, donc, en l'occurrence, même, on ne traite que les réponses positives. Donc, c'est très exactement le temps que l'individu met pour répondre, pour s'apercevoir que il s'agit effectivement d'un enchaînement logique. Donc, ce temps de réponse inclut évidemment beaucoup de choses. Il inclut la lecture de la phrase, il inclut le temps de traitement par le cerveau, il inclut également la réponse motrice, le fait d'envoyer une commande au doigt pour que le doigt appuie sur le bouton. Donc, en soi, ce temps de réponse ne veut rien dire, mais ici, on va faire la différence entre le temps de réponse dans une condition et dans une autre, les deux conditions ne différant que par le fait que la phrase commence par il ou elle. Donc, on peut partir du principe que le temps de lecture elle-même, que le temps de réponse motrice, donc d'appui sur la touche, va être le même. Et donc, la seule chose qui diffère entre les deux, c'est le temps de traitement par le cerveau de la phrase. Et donc, comme je l'ai dit, c'est ce qu'on appelle la chronométrie mentale et c'est une méthodologie qui est assez courante finalement en sciences cognitives pour étudier un très grand nombre de questions sur comment le cerveau processe tel ou tel type de stimuli. Merci beaucoup, Léo, pour la présentation. C'était super intéressant. J'avais une question sur... en fait, une question que je me pose, c'est s'il y a un impact, excuse-moi, de la façon qu'on présente l'inclusif. Par exemple, on dit toujours les musiciens et les musiciennes ou les avocats et les avocates. Et donc, même dans les tâches d'imagination, à quel point c'est un biais, parce qu'on est en train d'essayer de penser, d'avoir une réponse. Et donc, on démarre tout de suite qu'on a le premier mot, donc nos chanteurs préférés. Et donc, on oublie la chanteuse. Et donc, est-ce que ça, c'était déjà étudié? Est-ce qu'on sait s'il y a un impact? Donc, vous voulez dire, est-ce qu'il y a un impact de l'ordre dans lequel on Oui, présente les deux exactement. termes, le Exactement. chanteur et chanteuse plutôt que chanteuse et Oui, oui. chanteur? Et on présente toujours comme ça. On présente toujours le masculin d'abord, après le féminin. Oui, effectivement. Alors, en fait, pas tout le Hein? temps, mais dans ce genre de phrase, effectivement, on présente très très souvent le masculin d'abord. Il y a, si ma mémoire est bonne, une étude de Pascal Gigax sur ça, sur ce point particulier où il montre un effet effectivement de présenter l'un d'abord plutôt que l'autre. Euh, donc, vraiment une étude ponctuelle. Par contre, Pascal Gigax a beaucoup travaillé sur cette question du point de vue de la production, c'est-à-dire quand est-ce qu'on va préférer mettre le masculin en premier ou le féminin en premier. Et en fait, c'est assez intéressant de se rendre compte que il y a une association qui est faite entre l'ordre des termes et la supériorité de l'un ou l'autre membre du couple. Donc, dans des expressions typiques comme mari et femme, ou Adam et Ève,
Mais alors, je les ai plus en tête, mais Pascal Gigax mentionne des exemples justement de l'inverse, où de façon évidente, c'est le féminin qui est l'élément dominant du couple, et dans ce cas-là, le féminin est mis en avant, est mis en première position. Malheureusement, le plus souvent, c'est pas le cas, et par défaut, le féminin est mis en seconde position, ce qui pourrait effectivement induire un apprentissage à nouveau statistique par le cerveau que le féminin étant en seconde position, il va être traité comme secondaire. Une autre question, est-ce qu'il y a une sorte d'autorité qu'il faut de dire ce qu'il faut faire si on veut bien le faire? Par exemple, je pense chercheur, chercheuse, chertrice. Souvent, on se pose un peu la question. Là, vous avez dit autrice, on pourrait aussi dire auteur. Oui, tout à Mais fait. il faudrait peut-être se mettre d'accord pour un terme qu'on se mette. Enfin, si on a envie de faire ça, qu'est-ce qui est. Visiblement, ça va pas être l'Académie française. Ouais. Mais donc, est-ce qu'il y a une sorte de structure qui réfléchit à comment faire ça de manière cohérente? Alors, on n'a pas une structure comme enfin, effectivement, l'idéal, ça serait une sorte d'académie française qui se penche vraiment sur des questions linguistiques plutôt que de donner des arguments d'autorité. Ça n'existe pas vraiment à l'heure actuelle. On a plusieurs petits conseils. Donc, notamment, j'ai mentionné au début le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes, qui ont publié, par exemple, un guide pour, alors je ne sais plus comment ça s'appelle, guide pour une écriture sans stéréotype de genre, je crois. Donc, en 2013, si ma mémoire est bonne. Donc, il y a plusieurs guides qui ont été publiés par des instances officielles qui vont pas forcément répondre à cette question-là précisément de est-ce qu'on dit autrice ou auteur, mais qui donnent déjà des directions générales. Ensuite, vous avez certains sites maintenant qui existent qui recensent, qui sont des sortes de dictionnaires. Donc, vous entrez une écriture en masculin générique et qui vous liste des possibilités de tournure inclusive. Donc, il y a un site qui s'appelle En Inclusif que j'utilise de temps en temps. Il en existe plusieurs. Et donc, par ailleurs, et ça c'est très récent, on a cette association qui s'est formée, là, des linguistes atterrés, dont je fais partie par ailleurs, et c'est quelque chose d'assez assez incroyable, disons. Enfin, ça n'a jamais été fait par le passé que, en fait, face au fait que l'Académie française ne fait pas son travail, les linguistes ont décidé de se fédérer pour faire front et donner une réponse scientifique, une contre-argumentation scientifique. Et donc là aussi, vous pouvez trouver certains éléments de réponse. À nouveau, vous ne trouverez pas la réponse de est-ce qu'il faut dire auteur ou autrice. Et ça, je crois que malheureusement, il n'y a pas de réponse pour l'instant et ça va être l'usage qui va décider. Par ailleurs, il y a même d'autres solutions, hein. Il y a auteurice, vous pouvez entendre parfois à la radio, auditorice, qui est une autre possibilité à l'oral. Moi, j'ai une petite question, enfin, j'en ai deux. Quand vous avez présenté justement les linguistes atterrés, dans les toutes premières diapos, là, vous l'avez écrit atterré avec le point médian entourant le E Ouais. accent aigu. Est-ce que c'est fait exprès? Ah. Ça m'a vachement interrogé. Le point. Ah oui, non, pardon, non, c'est une typo de ma part, effectivement. Non, Ok, oui, oui. Tiens, c'est une erreur amusante, ça. Et d'ailleurs, les linguistes atterrés utilisent, dans la couverture de leur tract, utilisent la majuscule, ce qui est encore une autre forme d'écriture inclusive du type point médian, donc atterré, E majuscule S. Là encore, on n'a pas d'études qui permettent de juger de l'efficacité ou non d'une forme par rapport à une autre, de la majuscule, du point médian, de la parenthèse, qui sont d'autres possibilités. Ouais.
Euh, donc, j'avais une deuxième question quel est le lien qu'il peut y avoir entre le combat féministe et justement la tentative d'essayer d'avoir une écriture inclusive? Et je pose notamment cette question parce qu'en fait, je vois que dans votre étude, il y a une femme et 2 hommes et que c'est Mhm. un homme qui présente. Et donc, du coup, Mhm. je me demandais, je me suis posé la question, oui, est-ce qu'on est dans un cas de mansplaining Ouais, ouais. ou autrement, quoi. Enfin, Ouais, voilà, ouais. sans vouloir être Non, désagréable, non, tout à fait. clairement. Et c'est une bonne question, en fait. Donc, il y a deux parties à votre question. Pour répondre à la deuxième sur pourquoi c'est moi qui présente et pas Elsa Spinelli, en fait, d'une part, en fait, elle a présenté, il se trouve que par hasard, il y a un autre laboratoire hors des sciences cognitives qui nous a demandé une présentation sur les termes inclusifs, qui se trouve à Grenoble, un labo de physique. Et donc là, c'est Elsa qui s'y est collée. Voilà. Mais par ailleurs, en fait, de façon générale, vous avez raison, c'est plutôt moi qui ai été visibilisé, notamment dans les interventions médiatiques. C'est moi qui suis intervenu à France Culture, etc. Et ça, on a fait ça en accord avec Elsa. Donc c'est même Elsa qui m'a demandé que si on médiatisait cette étude, elle n'ait pas à faire la partie médiatique. Parce qu'il faut vous dire que je m'en suis reçu pas mal. Et en fait, bon, effectivement, il y a la partie visibilisation où je suis un homme qui vient expliquer comment fonctionne l'écriture inclusive. Mais par contre, il y a aussi la partie, tout, tout ce qu'on reçoit et tout ce enfin, le temps que ça prend d'expliquer. Donc, d'un certain point de vue, il y a un argument pour et un argument contre. Et en l'occurrence, Elsa ne se sentait pas d'attaque pour affronter tous les commentaires négatifs, les accusations de wokisme ou d'islamo-gauchisme que j'ai pu recevoir. On a une question du coup en ligne de Philippe Agnew qui demande quelle forme est-ce que les ados, entre parenthèses l'avenir, utilisent au clavier de leur téléphone? Alors ça, c'est une bonne question. Je ne saurais pas répondre. Bon, ça c'est anecdotique, mais il me semble d'un point de vue personnel que le point médian devient de plus en plus utilisé dans les nouvelles générations, plus spontanément. Et d'ailleurs, il est assez facilement accessible au clavier de téléphone par rapport au clavier d'ordinateur. Euh, bon, c'est une constatation assez anecdotique. Je ne saurais pas vous en dire plus. Bah, d'ailleurs, question un peu complémentaire à ça, est-ce qu'on a des idées de ce qui se passe entre le français de France, le français du Québec, le français d'Afrique de l'Ouest, par exemple? Parce que je pense que maintenant, la majorité du français est parlé en Afrique. Oui. Est-ce qu'il y a les mêmes genres de biais? Est-ce qu'ils sont différents, etc. Alors, je ne saurais pas vous dire pour tous les pays francophones, mais il se trouve que j'ai discuté avec une chercheuse québécoise récemment qui notait qu'il y avait des différences dans l'acceptation effectivement des formes d'écriture inclusive au Québec ou en France, ce qui est aussi possiblement dû à la proximité de l'anglais, puisque on a aussi dans une certaine mesure les mêmes polémiques du côté anglais, avec l'utilisation du she générique ou du they. Mais donc là, à nouveau, le même genre de questions, mais qui ont fait beaucoup moins de remous qu'en France. Donc le fait que ça a été aussi plus accepté au Québec est peut-être lié à la proximité de pays anglophones. Oui, une petite question. Alors, je ne sais pas si ça rentre exactement dans le cadre de l'écriture inclusive. J'ai fait l'expérience il y a pas longtemps, parce que c'est ma fille qui fait souvent l'erreur et je la corrige. Et sa grande sœur faisait exactement la même erreur. C'est quand on transforme une phrase avec le pronom personnel. Par exemple, je transmets un message à Elsa, je lui transmets. Naturellement, mes deux filles, en grandissant, en apprenant le français, elles disaient je la transmets. Parce que pour elle, le lui, c'était un garçon et le la, une fille, quoi. Alors, est-ce qu'il y a des recommandations par rapport à ça?
Non, pas de recommandation. Ça m'évoque en fait les travaux de Eliane Viennot dont je parlais au début sur l'historique du masculin générique et le fait que le masculin générique n'a pas existé de tout temps. Et en fait, elle cite certains exemples de, euh, de phrases avant l'imposition du masculin générique, qui sont assez déroutantes de notre point de vue contemporain, parce que justement, on a des pronoms qui sont mis au féminin alors qu'ils ne réfèrent pas forcément à la personne en question. Et à l'époque, ça semblait tout à fait naturel d'utiliser ce genre de formulation et il y a eu une résistance à l'usage d'un il générique. Voilà, je n'ai plus l'exemple en tête, mais je pourrais le retrouver si ça vous intéresse. Mais donc c'est du même ordre que la phrase dont vous parlez. Oui, j'ai une question un peu plus pratique sur notre unité de recherche. On a eu l'occasion d'un débat assez intéressant lors de notre dernier AG. Donc, je pense en fait, j'ai 3 questions. Mhm. La première, c'était vu, bon, la plupart d'entre nous sont fonctionnaires ou au moins on est employé par l'État. Comme le Sénat a dit qu'il fallait pas forcément, ou que l'Académie a dit qu'il fallait pas forcément utiliser l'écriture inclusive, est-ce qu'on a le droit de l'utiliser dans les communications dans le cadre de notre travail? Donc ça, c'était un point. Le second point, c'est est-ce qu'il y a des études qui montrent que dans le cadre du travail, on a peut-être des communications quand elles n'utilisent pas l'écriture inclusive qui ont tendance à exclure les taux de réponse, les taux de volontariat, les choses. Donc, il y a plein de choses que vous avez montrées dans le cadre des jurys Ouais. ou des recrutements. Mais est-ce que dans le cadre du travail, il y a des études qui sont faites là-dessus? Parce que c'était un point sur lequel on a eu une certaine résistance de la part de certains collègues. Et le dernier point, c'est justement sur cette résistance. Est-ce qu'il y a un effet néfaste de sorte un peu de hareng de la réaction, en fait, d'utiliser l'écriture inclusive parce que ça a l'air d'énerver beaucoup de gens un petit peu de manière automatique. Est-ce que ça, je sais pas, il y a un peu des données là-dessus sur est-ce que ça peut créer une sale ambiance entre justement les wokistes et les salopards conservateurs, un petit peu, quoi. Est-ce qu'il y a des choses là-dessus? Pas du tout biaisé. Alors, pour essayer de reprendre les différentes parties, sur la deuxième, donc en fait, d'un point de vue strict de est-ce qu'il y a des études sur l'effet de l'écriture inclusive dans le cadre du travail, il y a, à ma connaissance, celle dont je vous ai parlé, enfin, celle que j'ai mentionnée, et je n'ai pas connaissance d'autres études. Bon, en soi, c'est déjà intéressant, je trouve, de voir l'effet sur les questionnaires d'auto-évaluation, sur les tests scientifiques, mathématiques en l'occurrence, et sur les annonces d'emploi. Voilà. Par contre, il me semble qu'on peut prendre un peu le débat de façon plus globale. Et enfin, c'est pour ça que je mentionnais à la fin le lien entre ces biais linguistiques et les biais d'association implicite, donc qui ont été également très étudiés, où il y a plus de littérature sur les effets dans les jurys de sélection et ce genre de choses. Donc, ça, c'est bien documenté. Il y a aussi une documentation sur comment lutter contre les biais d'association implicite. Donc, notamment les 2 études que j'ai mentionnées, là, elles donnent des recommandations, l'étude de Mosra-Cussin et l'étude de Pascal Huguet. Donc, des recommandations fondées scientifiquement. C'est quelque chose qu'ils ont cherché à montrer dans leur étude. Notamment le fait que je vous dise pas de bêtises, dans l'étude de Pascal Huguet, ce qui était particulièrement intéressant, c'est qu'ils ils font à la fois ce test d'association implicite et ils demandent un questionnaire de positionnement des membres du jury du CNRS par rapport aux questions de discrimination dans leur domaine. Est-ce qu'ils pensent que la discrimination est un facteur qui peut limiter l'accès aux femmes
de leur discipline scientifique. Donc, il y a des jurys qui répondent plutôt par la négative, des jurys qui répondent plutôt par la positive. On a une évaluation quantitative de là où le jury se place collectivement. Et en fait, ce qui démontre, c'est que les jurys qui sont conscients enfin, qui reconnaissent l'existence de discrimination dans leur domaine, n'ont pas d'effet des associations implicites. Donc, il n'y a pas de corrélation entre le classement qu'ils donnent et leur score, leur degré d'association implicite. Donc, ce qu'en concluent les auteurs et autrices de l'étude, c'est que on peut, dans une certaine manière, lutter contre ces biais d'association en les conscientisant, en conscientisant le fait qu'il existe des discriminations, donc notamment en explicitant les discriminations potentielles auxquelles peuvent se trouver confrontées l'évaluation au début du jury. Et ça permet de diminuer donc l'effet ici des biais implicites, mais bon, ça c'est pas une étude, mais on pourrait supposer que ça permet également, du point de vue d'un jury, de diminuer l'effet de l'écriture inclusive, qui est aussi un biais d'association implicite. Voilà. Et oui, j'ai pas répondu à la première partie de la question qui portait sur le droit, et là je suis mal placé pour vous en parler. Non, je m'y connais pas du tout en droit, donc. Bon, en tout cas, la proposition de loi n'est pas encore adoptée. Donc, pour l'instant, à ma connaissance, il n'y a pas de, enfin, on vous risquez rien d'utiliser l'écriture inclusive dans le cadre du laboratoire. Je rebondis juste pour dire qu'on a déjà eu la présentation sur les stéréotypes de genre Mm. qui a été faite enfin, qui a été organisée par le GT Équité Diversité aussi. Oui. Du coup, je vous renvoie, normalement, vous avez déjà eu la communication pour les gens qui sont du labo. Est-ce qu'il y a d'autres questions, que ce soit dans le chat ou dans la salle? Non, j'ai l'impression que tout le monde a eu ses questions répondues. Merci beaucoup, Léo Varnet. Merci à C'était un vous. plaisir de vous avoir. Merci beaucoup. À nouveau, merci pour l'invitation. Je trouve que c'est très intéressant d'avoir un dialogue entre disciplines, avec des scientifiques qui sont d'autres disciplines. Donc, merci à vous.